Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory et aujourd'hui on est là pour voir 5 projets concrets en Node.js, du plus simple au plus avancé. Alors dans ces projets-là, je ne vais pas parler de frameworks les plus connus comme React, Vue, Angular ou autres. On va parler de frameworks un peu plus simples si jamais on l'utilise, mais c'est simplement des projets concrets qui ne vont pas dépendre d'un des gros frameworks, notamment parmi ceux que j'ai cités là. Donc je pense que le premier projet concret à faire quand on va faire du Node.js, c'est une API REST. C'est une API REST parce qu'on va pouvoir manipuler Express.js, qui est tout de même le framework JS numéro 1 quand on parle de Node.js, puisque c'est vraiment celui qu'on utilise le plus en fait. Il va nous permettre de gérer des sites web, des API REST et encore d'autres choses. Donc je pense que l'utilisation d'Express est indispensable et à travers une API REST, eh bien c'est la meilleure chose puisque c'est très simple. On n'aura finalement que quelques routes, c'est-à-dire quelques URL avec une méthode /post, /get, etc. Et je pense même que pour un premier projet, on ne devrait pas utiliser de base de données, ça peut être déjà un peu lourd, sauf si on a déjà un autre langage derrière nous, mais si on commence de Node.js sans avoir forcément déjà manipulé les bases de données, je pense qu'on peut tout simplement mettre les données dans des .json, par exemple un dossier data avec /id.json et l'id donc ce serait 1.json, 2.json qui correspondrait donc à chaque livre, avec dedans donc un nom, un auteur, etc. Et donc tout ça géré via le module fs en Node.js, donc c'est un des modules internes de base Node.js. Donc je pense que utiliser les modules de base Node.js ainsi que Express.js pour un premier projet, c'est assez pertinent. Alors au niveau des API REST, au niveau du test, donc de la création de l'API REST pour voir si tout est bien comme il faut, enfin pour voir si ça renvoie bien ce qu'on veut, on peut utiliser par exemple Postman. Postman c'est assez connu, c'est un logiciel qui va nous permettre de mettre une URL, celle qu'on veut en mettant la méthode HTTP post par exemple, en mettant les paramètres qu'on veut, on fait entrer et on voit ce que ça renvoie, tout simplement. Si jamais vous ne voulez pas utiliser Postman, on peut totalement utiliser Postwoman. Il est moins connu et en fait c'est un peu le Postman mais depuis le site web directement. Donc c'est une interface web en fait, on va pouvoir faire vraiment comme Postman, sauf que c'est Postwoman, c'est directement une application web en fait où on va faire un peu ce qu'on veut. On va mettre du head, on va mettre du post, vraiment ce qu'on veut. On va mettre les données qu'on veut ici, les paramètres, et après on fait envoyer et on va avoir la même chose. C'est tout simplement une application web, c'est la version web de Postman, même si c'est pas tout à fait la même chose, parce que Postwoman c'est créé par d'autres personnes et c'est un peu plus open source que Postman, tout simplement. Alors au-delà des API REST, ce qu'on va pouvoir faire, c'est un CLI Web Scrapper. Alors un CLI Web Scrapper, là-dedans il y a deux notions importantes. La première notion c'est CLI, donc Command Line Interface. Ça veut dire c'est une application en ligne de commande, donc depuis notre terminal, on va écrire une certaine commande et ça va nous renvoyer quelque chose. Donc c'est vraiment purement du back-end côté serveur et c'est intéressant je pense de savoir faire certaines automatisations quand on va être un développeur Node.js parce que c'est aussi ça Node.js, c'est pas que du site web, c'est pas que du version client, on a également beaucoup d'automatismes possibles avec Node.js, donc je pense que faire un projet concernant une application en ligne de commande c'est intéressant. Et qu'est-ce que j'ai allié dans ce projet-là? J'ai allié la notion de web scrapper. Web scrapper, en fait, c'est quelque chose qui va aller récupérer les données des sites web. Donc, on peut par exemple imaginer, on a une commande où on va mettre en paramètre l'URL, par exemple, d'une page Wikipédia, et bien ça va nous récupérer le sommaire de cette page Wikipédia. C'est vraiment extrêmement simple, hein, mais c'est simplement pour dire qu'on va aller chercher quelque chose, une info, et qu'on va la mettre. Ici, c'est une page Wikipédia au hasard, c'est ce lien-là, article au hasard, on est tombé sur ça, et bien ça nous récupérerait, hop, ce sommaire-là en fait. Et donc, comment faire ça? J'ai mis ici deux librairies très intéressantes, je pense. La première, c'est Koa. Koa, c'est une librairie qui est assez simple pour gérer tout ce qui est CLI, justement, tout ce qui est Command Line Interface. Donc, je crois qu'un peu plus haut, on a un test, voilà. Vous voyez qu'on va avoir Select Your Username, on va pouvoir écrire. Ensuite, Password, on va pouvoir écrire. Et ça va gérer vraiment pas mal de cas, et ça de manière assez simple. Finalement, le code, il est pas si long, et on va pouvoir avoir ce qu'on veut. Si on descend un peu, on voit même qu'on peut avoir du yes-no ici. On peut même avoir si on descend encore un peu, voilà un select, donc des différents choix. On peut donc imaginer qu'on puisse inclure les résultats du sommaire dans ce select-là, et après avoir la première ligne du paragraphe du sommaire qu'on a choisi. Bref, on peut aller assez loin, et je pense que c'est intéressant d'avoir Koa, parce que c'est quelque chose qui est finalement assez simple. Ensuite, j'ai également mis Puppeteer ici. Puppeteer, ça va nous permettre de gérer donc le web scrapping. Puppeteer, il permet vraiment pas que ça. Il permet vraiment de faire beaucoup plus que du web scrapping.
mais je pense que c'est intéressant de l'utiliser parce que justement il permet de faire plus. Donc si déjà vous utilisez Puppeteer pour ce genre de projet-là, eh bien vous allez avoir beaucoup plus de facilité à l'utiliser pour d'autres choses, par exemple pour rendre une page en PDF, pour rendre une page en PNG avec n'importe quelle largeur de page, etc. Donc je pense que Puppeteer est intéressant pour faire du web scrapping, simplement parce que du coup on va l'utiliser et on va pouvoir après l'utiliser dans d'autres projets parce qu'on va comprendre son utilité tout simplement. On voit qu'on a juste à faire un puppeteer.launch, après à mettre l'URL, et là par exemple c'est un screenshot qui est fait, donc c'est une capture d'écran de la page en question. Mais on peut faire un point getContent je crois, et ça va nous récupérer le HTML de la page. Pourquoi Puppeteer et pas un simple fetch? En fait, l'intérêt de Puppeteer, c'est qu'il va simuler un navigateur. Donc en fait, il va attendre que tout soit chargé, dont le JavaScript, pour renvoyer la page. Si par exemple on faisait un fetch de reddit.com, eh bien on n'aurait pas du tout, on n'aurait aucun contenu en fait d'éléments utilisateurs. On aurait simplement le header, le main et le footer, je ne sais plus s'il y a un footer, mais on n'aurait pas eh bien les éléments à l'intérieur, puisque les éléments à l'intérieur sont chargés après, une fois que le JavaScript client a fait son travail en fait. Donc Puppeteer va permettre d'attendre que le JavaScript se traite et nous renvoyer donc le contenu de la page réelle. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant d'utiliser Puppeteer si jamais on n'utilise pas forcément Wikipédia. Troisième projet, ce serait un système d'authentification. C'est quand même indispensable en tant que développeur Node.js de gérer donc des utilisateurs. Ici donc je pense que un simple système avec connexion, email, mot de passe, avec inscription également, avec confirmation du mot de passe, tout ça géré avec Express.js pour l'affichage des pages, ça je pense que ça va simplement côté front. Et après, là on aurait l'utilisation d'une base de données. Personnellement, je n'ai jamais utilisé MongoDB, qui est donc une base de données qui permet de tout gérer en JS, donc on n'a pas besoin de savoir le SQL, qui est un langage de base de données. Mais personnellement, je préfère quand même avoir SQLite, parce que SQLite, c'est beaucoup plus léger. En fait, on n'a pas besoin d'avoir un process derrière qui va tourner, une base de données qui va tourner avant de lancer notre application. En fait, la base de données, ça va être un fichier, par exemple data.sqlite, et si on clique dessus et qu'on voit un peu l'exemple, on va simplement avoir besoin de dire voilà, alors c'est ce fichier là dans lequel il va y avoir ma base de données. Ici c'est .memory, donc c'est même pas un fichier, c'est directement depuis le programme, donc ça veut dire que ça va supprimer dès que le programme s'arrête, donc vaut mieux pas le faire. Mais si jamais ici, donc je vais zoomer un peu, si jamais ici on met par exemple data.sqlite, et ben il va vérifier si ce fichier là existe. S'il existe, alors il va regarder les données qu'il y a dedans, et s'il n'existe pas, alors il va le créer, et c'est là qu'il va mettre toute la base de données. Donc je trouve ça très intéressant SQLite 3 car ça permet d'allier le SQL au Node.js et ça de manière très simple puisqu'on n'a pas de process derrière à déclencher avant de mettre notre programme tout simplement. J'avais fait quelques vidéos sur SQLite, je vous en mets une en fiche juste en dessous. Dernière chose concernant ce projet-là, c'est Bcrypt.js. Bcrypt.js, alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être utile pour le chiffrement des mots de passe, car vous le savez, les mots de passe, on ne va pas les laisser en clair dans la base de données. Et donc, l'utilisation de Bcrypt, ça va servir donc à prendre le mot de passe en clair que l'utilisateur va nous donner, à le mettre dans une des fonctions de Bcrypt, et ensuite à l'enregistrer en base de données. Et ensuite, avec une autre fonction de Bcrypt, eh bien, on va pouvoir vérifier si le mot de passe lors de la connexion est équivalent au hash qu'on a en base de données. Et pourquoi Bcrypt et pas un autre? Personnellement, c'est celui auquel je fais le plus confiance parce que beaucoup de développeurs autour de moi, notamment quand j'avais commencé, m'avaient dit que Bcrypt c'était quand même indispensable pour tout ce qui est gestion des mots de passe, stockage des mots de passe, enfin le chiffrement tout simplement. Il y en avait même un développeur qui faisait partie d'une team sur Paris, d'une hacker house, d'une des premières hacker house sur Paris, qui me disait que un site web qui n'a pas Bcrypt, il n'est pas sécurisé. Et donc vraiment, Bcrypt, c'est ce que j'utilise toujours quand j'ai besoin de chiffrer les mots de passe. Donc je vous conseille énormément d'utiliser Bcrypt. Et j'avais d'ailleurs fait une vidéo il y a un an sur l'utilisation basique de Bcrypt. Je vous mets une petite fiche également en coin et dans la description. Voilà concernant le projet 3. Le projet 4, ce serait une discussion instantanée. Je pense qu'il est intéressant de faire du temps réel, parce que jusqu'ici on n'avait vraiment rien en temps réel, alors que Node.js c'est quand même un de ses avantages principaux de pouvoir faire des applications en temps réel. Donc une discussion instantanée, eh bien ça rentre ça rentre là-dedans dans cette même cohérence en fait. Donc je pense que Express.js pour les pages web comme toujours, une connexion soit uniquement via pseudonyme, ou soit en prenant le projet 3, donc avec la connexion inscription, mais simplement via pseudonyme en vérifiant si le pseudo n'est pas déjà utilisé par quelqu'un déjà sur le site web, eh bien ça peut faire l'affaire.
Et derrière, donc, il y aurait, une fois qu'on se connecte, eh bien, on pourrait envoyer des messages, voir ce qui arrive en temps réel, et également avoir des notifications du genre la personne vient d'arriver sur la page ou la personne vient de sortir de la page, tout ça, tout ça. Et ça, de quelle manière? Eh bien, en utilisant Socket.io. Socket.io, c'est vraiment un projet que j'aime énormément parce qu'il nous permet de faire très simplement du temps réel avec des concepts qui sont simples. Si on va dans ressources ici, non, dans Learn et dans Documentation ou Get Start, on comprend facilement comment l'utiliser. Et donc moi je vous conseille vraiment de faire Socket.io si vous voulez du temps réel simple, sans gros framework derrière comme Vue, React, tout ça bien sûr. Vraiment, une discussion instantanée via Socket.io, c'est simple, c'est scalable, j'aime beaucoup et donc c'est pour ça que je vous conseille l'utilisation de Socket.io. Et enfin, le dernier projet, eh bien je pense que ce serait reprendre le projet 4, c'est-à-dire une discussion instantanée, mais l'inclure, l'intégrer dans une application Electron. Qu'est-ce que c'est Electron? Eh bien Electron, en fait, ça nous permet de faire des logiciels directement en JavaScript. Ce qui voudrait dire que là, avec votre Node.js, eh bien vous n'allez plus seulement avoir un site web, mais vous allez avoir un logiciel. Et donc, réussir à intégrer votre application dans Electron va vous permettre d'avoir ce logiciel-là. Et je pense que c'est quand même à ce moment-là, on peut dire qu'on a fait des projets assez avancés. Quand on a fait une messagerie, en fait, on a fait un logiciel de messagerie, on a quand même fait du JS assez avancé. Donc, je pense que c'est ça le projet 5 et c'est ça ce qui est assez intéressant parce qu'une fois qu'on a touché donc à simplement des codes serveurs comme le CLI ou à donc des connexions inscription avec le front et ensuite à du logiciel, qu'est-ce qui manque? Ben, c'est simplement de l'application mobile et c'est encore plus avancé et j'avais pas envie de le mettre ici. Donc je pense que vraiment en faisant ces projets là on a énormément de savoir à la fin et d'expérience pour gérer pas mal de choses qui vont vous être demandées par la suite. Donc voilà tout concernant cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié un peu tous ces projets. N'hésitez pas à me dire si vous comptez en faire un ou vous, ce que vous trouvez intéressant comme bon projet. Si jamais vous voulez aller plus loin en JavaScript, j'ai fait un cours gratuit qui va se trouver donc juste dans le coin ou à la fin de la vidéo. Un cours gratuit justement pour démystifier les notions avancées du JavaScript au niveau de son fonctionnement. Donc si jamais ça vous intéresse, eh bien, je vous invite à suivre ce cours gratuit qui se suit sur 3 jours, tout simplement. En attendant, eh bien, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.